On commence avec Binyamin Zev Herzl, l'événement, ça va être naturellement le premier congrès sioniste avec une signification que aujourd'hui, plus de presque 123 ans après, eh bien, on a peut-être oublié, mais pour présenter cette thématique, eh bien, je vais essayer de prendre un peu de recul et essayer de voir quelle était véritablement la situation fin 19e siècle, milieu 19e siècle, dans laquelle est venu Binyamin Zev Herzl. Eh bien, il faut savoir que lorsqu'il naît en 1860 à Budapest, le peuple juif en tant que tel, eh bien, il n'existe pas. Chose difficile à dire, comment ça se fait? Il y a des millions de juifs qui habitent dans la zone de peuplement, en Russie, en Afrique du Nord, etc. etc. Oui, 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 effectivement. Mais en Europe, le peuple juif a cessé ou s'est éteint dans le sens conceptuel du terme, c'est-à-dire qu'il y a des Israélites de nationalité allemande, britannique, française. Ça a commencé avec la Révolution française, tout aux Juifs en tant qu'individus, rien en tant que nation. La fameuse formule du comte de Clermont-Tonnerre qui dit il ne peut pas y avoir de notion dans le cadre au sein d'une notion, c'est-à-dire que les Juifs sont en train de se diluer, de s'assimiler, même en gardant leur identité religieuse très souvent, mais en se diluant dans les nations environnantes. Et c'est dans ce milieu que naît à Budapest Binyamin Zev Herzl, dans une famille, on l'a dit assimilée, mais ce n'est pas tout à fait juste de la dire assimilée pour la simple raison qu'il a fait ses études primaires dans une école juive, il a fait sa bar mitzvah dans une synagogue orthodoxe, et son père était un juif pratiquant. Cela dit, effectivement, il est né dans une culture qui était une culture dominée par l'Allemagne au niveau de la musique, au niveau de la philosophie, au niveau des sciences, au niveau du politique, de la domination. Effectivement, c'était une culture où tout ce qui était tenu pour élevé était attribué à l'Allemagne. Il y avait même un terme qu'en allemand on le dit Deutschtum, c'est-à-dire qu'on pourrait le traduire peut-être par allémanisme ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire que tout ce qui est bon, élevé, cultivé, qui se relie au progrès, eh bien, ça a sa source à l'Allemagne. Et effectivement, Herzl, eh bien, il naît dans cette culture et il adopte très vite aussi des, comment dire, des héros, des types, des idéaux qui sont source d'Allemagne. Il aime beaucoup cette langue. Dès un très jeune âge, il dirige un cercle d'écrivains à l'école où il publie des récits en allemand et effectivement, il adhère à cette culture. Et cela dit, il y a des choses dans sa biographie qui restent non dites, mais qui, on va le voir, vont jouer plus tard un rôle très, très important dans sa vie. Et entre autres, c'est visiblement son grand-père. Son grand-père qui s'appelle Shimon Leibel Herzl, qui vient de Serbie, où il était le gabay, il priait dans la synagogue, dans la communauté du Rav Yehuda El-Kalai,
qui est ce qu'on appelle un des précurseurs du mouvement sioniste. Et attendez, juste une seconde. Juste une seconde. Ce grand-père, Shimon Leibel, qui à l'âge, qui décède lorsque Herzl a 18 ans. Eh bien, il faut savoir que le Rav Yehuda El-Kalai, encore une fois précurseur du mouvement sioniste, eh bien, c'était une personne qui un rabbin de grande importance et qui appelait les Juifs à prendre entre leurs mains leur propre renaissance, à commencer par la renaissance de l'hébreu et déplorait qu'on parle, qu'on apprenne comme langue maternelle les langues des pays où on habitait, qu'on devait créer un fonds qui rassemblerait tous les Juifs, qu'on devait recréer une agriculture juive en Eretz Israël, qu'on devait jouer sur l'échiquier politique, commençant par nous adresser à l'Angleterre. Tout cela, il l'écrit dans les années 50, 60, et vers les dernières années de sa vie, dans les années 70 du 19e siècle, eh bien, il fait son alia, il vient s'installer en Eretz Israël et il a laissé des écrits, Minchat Yehuda, il a laissé aussi des choses de quoi, de toutes ces démarches qu'il a entreprises. Et le gabaï, encore une fois, de son Beta Knesset, eh bien, c'est Rabbi Shimon Leibel qui passe tous les étés avec Herzl. On va voir véritablement que visiblement ce sont des étés et des visites qui ont laissé leurs traces, qui ne sont pas passées inaperçues. Une des personnes qui le décrit de la manière la plus forte, eh bien, c'est Yitzhak Weiss. Je vous montre son livre qui est apparu il y a plus d'une dizaine d'années. Et puis, ça s'appelle Une nouvelle lecture, Théodore Herzl, Une nouvelle lecture, c'est une chose très rare, un livre qui est apparu en français et qui a été ensuite traduit dans beaucoup d'autres langues, l'anglais et surtout l'hébreu, pour dire qu'effectivement, il a beaucoup contribué à la connaissance de Herzl. Enfin, le fait est que Herzl quand même naît dans une culture en prise de culture allemande, et c'est ainsi que à chacune des étapes de sa vie vont se présenter des carrefours où il aura le choix entre assimilation, entre culture générale et tourner le dos à ses pères, à sa mère, à son peuple, et d'un autre côté, se tourner vers le peuple juif. Et à chacun de ces carrefours, eh bien, il fait le choix du peuple juif. Je vais donner juste un exemple. Il étudie à Vienne la jurisprudence, le droit. Il intègre là-bas un mouvement qui s'appelle Albia, qui est un mouvement de tendance très pro-germanique. Et puis pas le jour, mais quelque temps après le décès de Richard Wagner, le compositeur allemand antisémite féroce, eh bien, ce mouvement commémore le décès de Wagner, qui est décédé à Venise. Herzl n'est pas présent à cette commémoration, mais vu que c'est un mouvement Albia très respectable, très connu, eh bien, la presse
relate ce qui s'est passé et qu'en fait, la commémoration a tourné en manifestation antisémite, ou c'est le Wagner antisémite, c'est plus l'idéologie et l'antisémitisme de Wagner qui ont été loués que toute autre chose. Et sur ce, Binyamin Zeev Herzl, eh bien, il écrit une note au mouvement où il dit silence et signe d'acquiescement. Je ne peux pas continuer à être membre d'un mouvement qui est antisémite. Voilà, recevez ma carte de membre. Il leur envoie la carte de membre. Cela se passe dans le milieu des années 80. Maintenant, encore un peu plus tôt, lorsque il voit la parution du livre du penseur philosophe allemand Dühring sur le problème juif comme problème de race, morale et culture, eh bien, il est encore une fois sidéré que dans un si beau allemand et en des termes philosophiques si poussés, puissent être émis des pensées aussi antisémites, ce qui fait aussi prendre à Herzl, qui à l'époque 1882, il a 22 ans, eh bien, ça lui fait prendre connaissance du fait que une haute culture peut cacher une très basse moralité. Et encore une fois, ça lui fait prendre ses distances de cette culture qui, encore une fois, il est en train qu'il respecte, mais dont il devient de plus en plus critique. Et c'est ainsi que chaque fois, une question, le travail toujours de plus en plus, il le dit dans ses mémoires, c'est la question juive. Début des années 90, 1892, il est nommé correspondant du journal Neue Freie Presse, qui était un journal comme aujourd'hui, je sais pas, aujourd'hui, non, un des journaux les plus centraux, véritablement, qui se disait la conscience libérale de l'Europe occidentale. Eh bien, il devient son correspondant au Palais Bourbon, au Parlement français, où il apprend véritablement tout le fonctionnement d'un gouvernement, d'une démocratie moderne. Et c'est le sujet, les débats qu'il couvre là-bas, mais il parle aussi du problème juif qu'il entrevoit encore bien avant le procès du capitaine Dreyfus. Et c'est ainsi que il y a trop peu de temps pour passer, je vais peut-être en quelques phrases essayer de résumer. Il y a une histoire où un juif est appelé en duel par un marquis antisémite français. À vrai dire, c'est plutôt le juif qui défie en duel ce marquis. Bon, le juif, il vient au duel blessé. Le marquis français, c'est quelqu'un qui est aussi un homme d'armée. Alors, le juif périt malheureusement au duel et puis la France, elle est pleine d'admiration pour ce juif qui n'a pas eu peur de défier en duel quelqu'un qui le surpassait au niveau physique, etc., etc. Et là, sur ce, Benjamin Herzl d'écrire un article où il dit que, écoutez, en France aussi, il y a un antisémitisme. Il est beaucoup plus tendre qu'en Allemagne ou qu'en Autriche ou qu'en Russie, mais effectivement,
ici, il y a un endroit où les Juifs ont atteint l'égalité et c'est le cimetière. Les Juifs au cimetière, ils sont considérés comme égaux de leurs ex-concitoyens chrétiens et ils ont même droit au respect comme ce juif qui s'appelait Armand Mayer, etc. C'est-à-dire que Herzl, à Paris, continue à se poser la question de ce qui se passe de l'état du peuple juif. Quelques mois, quelques semaines avant le déclenchement de toute l'affaire Dreyfus, il raconte que l'état du peuple juif ne le laisse pas penser, ne le laisse pas travailler. Il se retrouve comme d'antan. Il va à la synagogue de la Victoire. Il se recueille et puis il dit maintenant je vais écrire mon roman juif. Le roman dont j'ai rêvé, il écrit le roman juif. Comment est-ce qu'il l'appelle? Le Nouveau Ghetto. Pourquoi est-ce qu'il l'appelle Le Nouveau Ghetto? C'est un roman qu'il écrit avant et durant ensuite le procès du capitaine Dreyfus, l'affaire Dreyfus. Pourquoi est-ce qu'est-ce qu'il y dit? Pourquoi il s'appelle Le Nouveau Ghetto? Eh bien, la raison, elle est très simple. C'est qu'il dit, écoutez, le vieux ghetto, il a disparu. Mais l'antisémitisme, il est toujours là. Les Juifs sont toujours objet d'antisémitisme. Ils sont toujours discriminés. Tout simplement, cette discrimination, elle n'a plus la forme de la muraille, des murs du ghetto et des gardiens qui tiennent la garde pour que les Juifs ne puissent pas en sortir, mais c'est un nouveau ghetto. C'est un nouveau ghetto spirituel, un nouveau ghetto qui est plus d'ordre de statut, où les Juifs s'habillent comme tous les autres, parlent comme tous les autres, peut-être même étudient comme tous les autres, mais perçus comme un peuple paria, comme un peuple à part, comme un peuple qui véritablement n'a pas le droit à l'émancipation, au droit qu'on lui a accordé. Donc, il pensait que la publication du roman juif, ce qu'il appelait le roman juif, le nouveau ghetto, allait comment dire, être asphyxié par le suivi juif, qui serait libéré. Eh bien non, ça lui revient de plus belle jusqu'à ce qu'il s'asseye et en quelques jours, il écrive le roman qui le rendra véritablement célèbre, qui n'est pas un roman, mais qui est un appel, un manifeste, un manifeste de moins de 100 pages, moins de 80 pages, 70 pages, qu'il publie, qu'il appelle l'écrit en allemand, Der Judenstaat. Der Judenstaat, il y a eu beaucoup de traductions, mais le roman est traduit comme État juif, et bien entendu, Herzl qui parle français, il dit oui, c'est ainsi que ça doit être traduit en Jewish State, en yiddish, Yudische Medine, et en hébreu, c'est traduit Medinat Yehudim. Et lui, il dit non, c'est pas comme ça qu'il faut le traduire, il faut le traduire Medina Yehudit, mais c'est-à-dire État juif et pas l'État des Juifs. Vous ouvrez aujourd'hui Wikipédia en français, et bien c'est l'État des Juifs. Et c'est pas ainsi que ça a été publié, il est État juif et en hébreu, ça aurait dû être traduit. Et les prochaines traductions, c'est ainsi qu'elles ont été faites, l'État Medina Yehudit. Bon, ici, vous voyez, j'ai une édition qui date, comme vous pouvez le voir, du début du XXe siècle. Medina, c'est traduit Medinat Yehudim. Medinat Yehudim, encore, et il y a eu pas mal de controverses à ce sujet. Maintenant, c'est son rédacteur en chef le convoque et lui dit merde, vous êtes devenu fou. Le grand rabbin de Vienne, le rabbin Gudemann, l'appelle et lui dit merde, vous avez perdu la tête. Un ami
vient le voir et il lui dit, écoute, Herzl, il faut que tu ailles voir un psychiatre au sens propre du terme, c'est-à-dire véritablement à l'époque, dans l'Europe occidentale, penser en termes d'État juif, que les Juifs aient un État à une époque où ils viennent finalement, bon an, mal an, d'accueillir le statut de citoyens égaux dans tous les pays de l'Europe occidentale où ils se trouvent, eh bien, il faut être fou. Vous allez saper toutes les bases sur lesquelles est bâti notre bien-être, notre bonheur, etc., etc. Et là, Herzl, il dit, non, vous comprenez pas que l'antisémitisme, il est là. Et que toutes les manières de le traiter, jusque-là, n'ont pas marché. Vous avez essayé de le traiter de manière civile, avec l'émancipation, ça n'a pas marché. Vous avez essayé de lui donner une réponse sociale, ça n'a pas marché. Vous avez pensé que c'était un problème d'ordre économique. Il fallait rendre les Juifs productifs, il fallait qu'ils travaillent, il fallait qu'ils sortent de leur ghetto, il fallait qu'ils cessent de s'occuper uniquement de leur Torah. Ça n'a pas marché. Vous avez dit qu'on devait prouver à tous qu'on était citoyens fidèles, loyaux de toutes nos patries, etc., qui nous ont accueillis, qui nous ont ouvert leurs bras. Ça n'a pas marché. En France, pour preuve, il y a à l'époque le PAF, le Parti antisémite français, et le mouvement antisémite à l'époque est en croissance invraisemblable en France, en Allemagne, dans toute l'Europe occidentale, sans parler de la Russie, etc., etc. Personne à l'époque ne se gêne d'être un antisémite. Au contraire, regardez la France qui se divise en Dreyfusards et anti-Dreyfusards, etc. Et c'est Herzl dit, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Parce que la seule solution au problème juif, c'est la solution politique. Et c'est la solution que vous n'avez pas comptée. Et c'est la solution que vous n'avez pas essayée. La solution étatique. Il faut qu'on crée notre propre État. Et avec cette idée, il va s'adresser aux Juifs riches. D'abord au baron de Hirsch, ensuite il essaye avec le baron de Rothschild, etc. Il essaye, ça ne marche pas. Alors il dit, je vais m'adresser aux masses. Le livre est traduit immédiatement dans plusieurs langues, anglais, français, yiddish, hébreu, tout ce que vous voulez, hongrois, toutes les langues possibles et imaginables. Et le peuple commence à y voir un prophète. Pas aujourd'hui, on n'a plus le temps, mais je vais vous citer des personnes, quel coup de tonnerre a résonné dans les masses juives. Tout d'un coup, quelqu'un parlait du peuple juif en se tenant et en se hissant au niveau des nations, au niveau du grand de ce monde. Il commence, Herzl, à sillonner toute l'Europe et à essayer de faire des rendez-vous avec le sultan, avec le premier ministre ici, avec le Kaiser, l'empereur allemand, et on voit qu'il est reconnu. Il a l'air véritablement, avec sa barbe, avec son cylindre, avec ses habits, d'être un prophète. Il parle comme un prophète, il écrit comme un prophète, il est pris d'une chose, il a des rêves de prophète. Et c'est ainsi que il rassemble en 1897, le 29 août, fin été 97, ce qu'on appelle le premier congrès sioniste. Qu'est-ce que ça veut dire le premier congrès sioniste? C'était une arène où se sont réunis à Bâle, sur le Rhin, dans une salle d'orchestre et pas une salle de casino, comme on aime le dire, transformée en salle qui puisse accueillir un congrès, où se sont réunis plus de 200 représentants juifs de toutes les communautés du monde. De la zone de résidence en Russie, de Roumanie, de France, d'Allemagne, d'Angleterre, des États-Unis, du Caucase, de l'Afrique du Nord, de
de partout, c'était la seule organisation juive qui réunissait à la fois Ashkenaz et Séfarad, religieux et maskilim, émancipés, pratiquants et non pratiquants, chassidim et mitnagdim, des gens, des Ostjuden qu'on appelle ça, des juifs de l'Est et des juifs de l'Ouest. La seule organisation dans un monde où les juifs étaient divisés entre les différentes nations auxquelles ils appartenaient, entre les tous, eh bien, la seule organisation qui a réussi à les réunir, et d'année en année, les premiers congrès allaient se faire d'année en année, 98, 99, 1900, etc., etc. Et ensuite, c'était un peu tous les 2 ans, où ils se sont retrouvés. Et autour de quelle idée? Autour de l'idée de l'État juif, de se rassembler en Eretz Israël. Et pas seulement de se rassembler, mais dans le programme de Baal. Programme de Baal, ça s'appelle le premier programme sioniste qui a été voté à Bâle en août 1897. Eh bien, ce qui a été énoncé, c'est la nécessité de créer un foyer national juif reconnu par le droit international en Eretz Israël. Et ça, c'était quelque chose, aujourd'hui on le voit, quoi de plus simple, quoi de plus évident? Eh bien, à l'époque, je vous le dis, c'est pas moi qui vous le dis, c'est tous ces historiens qui le disent, dire une telle chose, c'était être relégué dans la classe des fous, je sais pas, des gens qui complètement, ce qu'on appelle déconnectés de la réalité. Maintenant, il faut savoir qu'il a eu des opposants, pas seulement parmi les Juifs qui se disaient assimilés et qui voyaient dans le mouvement sioniste quelque chose qui le menaçait dans leur comme nationalité française, anglaise, allemande, austro-autrichienne, austro-hongroise, peu importe. Mais même les sionistes étaient contre. Pourquoi? Parce qu'ils venaient, eux, ils étaient sur la scène depuis des dizaines d'années. La première Aliyah, elle a commencé déjà en 1882. Ils sont en train d'acheter des terres. On en a parlé. Yoel Moshe Salomon, Stampfer, Rimlinin, ils sont déjà en train de quitter les murs de la vieille ville de Jérusalem. Ils sont en train de cultiver la terre à Petar Tikva. Ils ont déjà acheté des choses à Rishon LeZion, à Zichron Yaakov, à Metula. Qu'est-ce que tu viens faire? Qu'est-ce que tu viens faire? Et lui, il dit, mais chers amis, ça ne va pas marcher. Vous ne comprenez pas que ça ne va pas marcher? Comment ça ne va pas marcher? Rothschild dit, ça ne va pas marcher. Mais regardez, moi, je tiens à bras tendus avec des dizaines et des dizaines de milliers de francs que j'envoie à toutes ces colonies de peuplement juives, toutes ces localités, pour les soutenir, etc., avec mes administrateurs, avec mes personnes. Tu veux dire que ça ne va pas marcher? Et Herzl, il dit, bien sûr que ça ne va pas marcher. Pourquoi ça ne va pas marcher? Ça ne va pas marcher parce que vous allez construire une maison, 2 maisons, 3 maisons. Une localité, un village, 2 villages, 3 villes, 4 villes, et ensuite vont venir les Turcs, les Ottomans, ils disent « Oh, merci beaucoup, tout cela nous appartient, c'est nous qui déciderons ce qui va en venir. Ici vous allez habiter, ici vous n'allez pas habiter. Vous ne faites pas plus que quelque chose qu'on puisse appeler l'infiltration, infiltratio. Vous vous infiltrez, mais vous ne décidez pas de ce qui va advenir de cette terre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas vous qui décidez. Parce que la souveraineté, elle n'est pas à vous. Et nous, ce qu'on doit avoir, c'est la souveraineté. Et à quoi on doit accéder et qu'on doit viser auprès des grands de ce monde, c'est la souveraineté. Souveraineté juive en Eretz Israël. Et c'est pour ça que même les Chovevei Tzion,
les amants de Sion, qui sont là à dépenser, à donner leur vie pour cultiver ces terres, eh bien, ils s'opposent en partie, ils s'opposent à lui. On va voir demain que cette opposition, elle ne vient pas tellement des masses qui le reçoivent en tant que prophète, mais elle vient de plus des dirigeants. Euh, et parce que tous sont conscients qu'ils ont affaire à quelqu'un hors du commun. Maintenant, dans les dernières minutes, nous avons déjà dépassé, mais quand même, revenons à ce congrès. Qu'est-ce que ce congrès il a changé? Eh bien, vous savez que ce congrès, il a recréé plus d'un millénaire après, plus de 1500 ans après, il a recréé une adresse collective au peuple juif. Le peuple juif était un SDF. Il n'avait pas d'adresse. Et lorsque quelqu'un même voulait lui donner quelque chose, il n'avait pas à qui s'adresser. Il n'avait pas de défenseur. Il avait des défenseurs individuels. C'était les Rothschild, c'était les Lord Montefiore, mais c'était des personnes qui, hors du commun, qui aidaient le peuple juif partout où ils pouvaient. Si on a le temps, on doit absolument parler de Lord Montefiore et du baron Rothschild, personne sans pareil. Mais lui, il avait recréé, Herzl a recréé le Parlement juif. Il a recréé le cœur véritablement, il a rassemblé les représentants de tout le peuple juif, disséminés où qu'ils soient. Il a redonné voix. Il a créé une boîte postale pour le peuple juif, qui ensuite, 20 ans plus tard, exactement 20 ans plus tard, l'Angleterre va s'adresser et dans la déclaration de Balfour, eh bien, elle va voir en s'adressant aux représentants anglais de l'organisation sioniste, qui par hasard s'appelle Rothschild, il va leur dire, eh bien, nous voyons d'un bon œil l'établissement d'un foyer national juif en Eretz Israël, mot pour mot les formulations du programme de Bâle, écrit par Herzl, voté par l'organisation sioniste fondée à Bâle en 1897, et qu'il y a exactement 100 ans, presque jour pour jour, à San Remo, en avril, fin avril 1920, après la fin de la Première Guerre mondiale et après la conférence de Paris, à San Remo, eh bien, ce mandat est donné par le monde entier, par la Société des Nations. Ce mandat est donné à la Grande-Bretagne pour faire de Eretz Israël, établir un foyer national juif en Eretz Israël. Et c'est là que, véritablement, la cause de Herzl obtient, après des années et des années d'atermoiement et de chute et de dépit, obtient gain de cause. Parce que quand Herzl va quitter ce monde, il va le quitter, on va en parler, c'est une crise cardiaque en été 1904, complètement. C'est incroyable ce que cette personne, combien il a écrit, combien il a entrepris, combien il a fait. Mais il quitte ce monde, d'un côté affaibli par une crise cardiaque, une faiblesse cardiaque qui l'emporte, parce qu'il ne peut plus tenir. Il ne peut plus tenir tout l'effort surhumain qu'il a consenti pour mettre en branle toute cette machine de retour et de rassemblement du peuple juif. Mais il sait que cette machine va arriver à bon port. Après 1904, le mouvement sioniste s'affaible, il y a la Première Guerre mondiale, et puis tout d'un coup, 1917, déclaration Balfour. Et puis, 3 ans après, avril 1920, la Société des Nations vote pour le mandat britannique sur Eretz Israël. Et ensuite, en 1945, lorsqu'est fondée l'Organisation des Nations Unies,
eh bien, il y a ce qu'on appelle la clause 80, clause de passage, où tout ce qui a été voté par les SDN devient obligatoirement partie obligatoire pour l'Organisation des Nations Unies, c'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, c'est un fait peu connu, on en a parlé un peu ces derniers jours dans la presse, etc., mais à la conférence de San Remo, entérinée 2 ans après, en juillet 1922, par la SDN, Société des Nations, encore une fois précurseur de l'Organisation des Nations Unies, c'est ce qui donne un droit, pas seulement historique, les droits historiques, bien sûr qu'on en a, pas seulement un droit tanakhique, biblique, pas seulement le serment divin, ça, mais dans le droit international, ce dont parlait Herzl, qui reconnaît le lien du peuple juif à l'État d'Israël, même plus que cela. Il trace les frontières. Il trace les frontières. Et lorsqu'on regarde les frontières qui ont été tracées par les SDN, eh bien, on voit que tous ceux qui parlent des territoires occupés, tout simplement ont oublié d'ouvrir les livres d'histoire. Pourquoi? Parce que la déclaration, le vote de San Remo fait encore force de droit et de loi au niveau international jusqu'à ce jour. Rien n'a été voté nulle part pour l'abolir ou pour le modifier depuis. Voilà, et donc, et tout cela, les bases ont été posées avec l'État juif et avec sa concrétisation à Bâle dès août 1897.